Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Larry Johnson, ancien analyste de la CIA et commentateur extrêmement populaire et perspicace, j'ajouterais. Donc oui, bienvenue à nouveau dans l'émission, je suis content de ne pas avoir épuisé mon accueil, merci de m'avoir invité. Eh bien, je voudrais discuter avec vous évidemment du fiasco en cours avec cette attaque contre l'Iran. J'imagine que ce fiasco comporte de nombreux aspects. Mais je pensais que nous pourrions commencer par examiner comment vous percevez ce qui a mal tourné ici. Il semble y avoir eu une défaillance du renseignement, car l'hypothèse, je pense, était qu'Israël pourrait mener une attaque de décapitation très puissante. Les systèmes de défense aérienne en Iran, tout serait neutralisé, il y aurait de la panique, et peut-être qu'un soulèvement populaire et un changement de régime s'ensuivraient. Or, nous assistons à quelque chose de très différent. Considérez-vous cela comme une défaillance du renseignement, ou est-ce simplement quelque chose qui a mal tourné en cours de route? Eh bien, oui. Je dirais qu'il s'agit d'un échec du renseignement des deux côtés. L'échec du côté occidental, c'est qu'ils ont passé trop de temps à regarder des films sur la Seconde Guerre mondiale et à célébrer les prétendus succès du Special Operations Executive britannique, le SOE, comme si c'était cela qui avait changé le cours de la guerre, les canons de Navarone, et ainsi de suite. En réalité, ce genre d'opération de renseignement paramilitaire est très sophistiqué. Mais cette opération particulière avait été planifiée. Sa préparation a commencé lorsque Joe Biden était président. Cela signifie donc que la CIA et le MI6 britannique travaillaient avec le Mossad. Le Mossad menait l'opération, mais on observe clairement un chevauchement dans les tactiques, car les mêmes méthodes ont été utilisées en Russie contre les bases aériennes stratégiques. Infiltration de drones, lancement des drones depuis des plateformes mobiles, c'est-à-dire des camions, puis utilisation de ces drones pour atteindre des cibles spécifiques. Cela a également été coordonné avec Elon Musk, car Starlink est devenu actif le 13 juin, et il semble bien que le système Starlink ait servi à transmettre des renseignements à ces drones afin qu'ils sachent qui cibler. Donc, encore une fois, tout cela a été planifié, mais sur la base de cette hypothèse mythique, je dirais même mythologique. L'hypothèse, c'est qu'il suffit de tuer le numéro 1 ou les 10 premiers, de tous les éliminer. Et vous savez, si seulement nous avions tué Hitler, nous n'aurions pas eu la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, Israël a un historique de personnes tuées pour stopper le terrorisme qui remonte à 50 ans, à commencer par les suites des Jeux olympiques de Munich et la traque de Septembre Noir. Ils ont tué, je ne me souviens plus combien de dirigeants du Hamas, en commençant par le Cheikh Yassine, il y a plus de 20 ans, un vieil homme en fauteuil roulant. Vous voyez, c'est une grande menace. Donc, cette idée de stratégie de décapitation a un certain glamour hollywoodien, mais en termes d'effets pratiques réels, cela ne détruit pas ces organisations. Même si les Israéliens se sont encore convaincus eux-mêmes. Oh, nous avons tué Nasrallah, Hezbollah, plus de menaces. Je veux dire, j'ai eu je ne les appellerai pas des amis juifs, mais plutôt des connaissances, qui me répétaient ces absurdités encore hier. Et c'était du genre, sérieusement? Je veux dire, ce sont des gens diplômés de l'université, avec des études avancées, qui réussissent financièrement, et qui disent des choses aussi stupides. Donc, vous voyez, c'était tout un effort. Je pense qu'ils s'attendaient vraiment à ce que cela déstabilise le régime iranien et pousse le peuple à se soulever, l'armée à s'effondrer. Et cela a été accompagné d'une cyberattaque massive. Ce n'était pas seulement Israël. Je n'ai pas d'informations concrètes pour l'étayer, mais je crois que le cybercommandement militaire américain était impliqué dans cette opération, et c'était conçu pour ouvrir la voie. L'idée était que cela désactiverait le système de défense antimissile iranien pendant 4 ou 5 jours, peut-être une semaine.
Il s'avère que les techniciens iraniens ont remis le système en marche en environ 10 heures. Donc ça ne s'est pas passé comme prévu. Le plan était que tout soit terminé en 24 heures. Vous savez, et on revient en arrière, vous êtes l'historien. Vous pouvez parcourir l'histoire et recenser le nombre de guerres où les dirigeants disaient « Oui bon, ça sera fini en 24 heures. On en aura pour une semaine. » Et puis 6-7 ans plus tard. Oui, tenez, George W. Bush, mission accomplie en Irak. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Maintenant, du côté iranien aussi, ce que cette opération a révélé, c'est que l'Iran n'est pas l'État autoritaire qu'on nous avait présenté. En d'autres termes, il y a des centaines d'agents du Mossad qui circulent en Iran, identifiant les emplacements des scientifiques, ainsi que des officiers militaires, construisant des drones, infiltrant des drones sur le territoire. Et vous savez, les services de renseignement iraniens ont été complètement pris au dépourvu, totalement pris la main dans le sac. Donc c'est un échec total de leur part. Malgré cet échec initial, ils ont réussi à se ressaisir assez rapidement et à réaliser « Eh les gars, en fait, on est vraiment dans une lutte à mort ici. » Ce à quoi l'Occident ne s'attendait pas, et ce dont les Iraniens se réjouissent sans doute, c'est que même certains groupes d'opposition, les groupes politiques d'opposition en Iran qui étaient contre la direction, disent maintenant, vous savez quoi, on est avec vous. On vous soutient à 100%. Cela a donc en réalité renforcé, appelons-le ainsi, le contrôle clérical et le contrôle politique du gouvernement iranien face à tous ces efforts subversifs, disons-le, qui ont été encouragés par l'Occident au cours des 25 dernières années. Eh bien, c'est cette idée selon laquelle il suffirait de mettre le régime sur la défensive pour qu'il y ait soudainement un soulèvement spontané. Mais, vous savez, même les opposants les plus farouches en Iran, qui peuvent détester le gouvernement, ne veulent pas pour autant voir leur pays sombrer dans le chaos. Je remarque souvent que les mêmes hypothèses sont appliquées à la Chine, à la Russie et à d'autres pays. D'ailleurs, vous avez évoqué les similitudes entre l'Iran et la Russie. C'était aussi, je me souviens, en mars 2022, juste après l'invasion russe, lorsque les Américains et les Britanniques faisaient pression pour saboter les négociations de paix à Istanbul. Dans Bloomberg, ils avaient publié un article, des interviews qu'ils avaient réalisées avec les chefs militaires britanniques et américains, et ils en avaient conclu que la seule option acceptable, désormais, était un changement de régime. Donc, si vous mettez suffisamment de pression sur le gouvernement, l'opposition verra une opportunité de se soulever et de renverser le gouvernement, et quelle que soit la nature de l'opposition, elle sera favorable à l'Occident. C'est un peu le même scénario rêvé que nous semblons rejouer à chaque fois. Oui. En fait, lorsque je suis entré à la CIA, je faisais partie de ce qu'on appelait un programme de formation de carrière. J'avais 52 autres camarades de promotion. L'un d'eux, un bon ami, était officier des opérations. Son travail, une fois devenu officier des opérations, consistait à cibler l'Iran dès le début de sa carrière. Donc vers 2006, il était désormais un cadre supérieur au sein des services de renseignement. Et il a été nommé responsable de la cellule iranienne, avec pour objectif explicite de déstabiliser l'Iran. Je me souviens qu'il m'a dit qu'il était assis là, à écouter tous ses plans sur la manière dont ils allaient déstabiliser et renverser le régime. Et il allait, levait la main et disait « Et après, qu'est-ce qui se passe ?» Et la réponse était « Oh, eh bien, ça s'arrangera tout seul. » Il faut reconnaître à la CIA une certaine constance, car c'était aussi la réponse concernant Saddam Hussein. « Oh, vous savez, si on s'en débarrasse, ça s'arrangera tout seul. » Ils n'ont jamais eu raison. Et mon ami a son crédit. Une fois qu'il a compris à quel point tout cela était mal ficelé,
il a dit, tu sais quoi, je vais accepter une rétrogradation. Et il a pris un autre poste, moins bien payé. Mais au moins, il pouvait dormir tranquille, en sachant qu'il ne risquait pas de déclencher une guerre inutile, sans aucune planification pour la suite. Et c'est pour dire, ces cinglés qui pensent, oh, si on se débarrasse de Poutine, ça réglera notre problème. Sérieusement, si Medvedev devient président, vous pensez que la Russie sera un peu plus calme? Franchement, c'est ridicule. Et donc encore une fois, c'est la même chose avec l'Iran. Ils oublient que l'Iran, et tu y es allé, tu l'as vu, c'est une société complexe, organique. Ce n'est pas comme une tour de Jenga où il suffit d'enlever une pièce pour que tout s'effondre. C'est bien plus solide que ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de réflexions puériles et immatures du côté des services de renseignement occidentaux. Je suis d'accord. Je pense que la façon dont l'Iran est présenté, à tort, selon moi, en Occident, repose sur cette idée qu'il s'agit d'un régime tellement autoritaire qu'il n'y a aucune place pour le changement. Mais les petites choses que l'on observe là-bas, qui ne peuvent pas vraiment être expliquées, et que par conséquent, nous ne montrons pas dans les médias, sont par exemple la manière dont les femmes doivent se couvrir. C'est en quelque sorte le symbole que nous utilisons pour illustrer à quel point l'Iran est autoritaire. Mais quand on s'y rend, il existe effectivement des lois obligeant les femmes à se couvrir les cheveux, mais elles ne sont pas appliquées. Ainsi, si vous vous promenez à Téhéran et dans les marchés le soir, vous verrez qu'environ 30% des femmes choisissent de ne pas porter le voile, se baladant en jeans et en t-shirt. Donc ce n'est pas ce grand taliban, comme on nous le présente. Et je pense encore une fois que cela semble très superficiel de toujours parler du voile, mais c'est devenu le symbole auquel nous avons tendance à nous raccrocher pour montrer à quel point quelque chose est autoritaire. Et je pense que c'est important, parce que cela montre que si une société est capable de se réformer, évidemment, c'est quelque chose qui vient de la base, quelque chose que le public voulait, et que le gouvernement dit essentiellement, oui bon, ça ne vaut pas la peine de trop s'opposer à cela, donc nous acceptons certaines réformes. Je pense que c'est important, mais nous devons contrôler le récit. Ces images et la réalité de la société, on ne peut pas vraiment avoir cela dans nos médias. J'allais justement dire que j'ai entendu la même chose de Max Blumenthal. Il était là avec toi aussi quand tu étais en Iran. Max a parlé d'avoir vu des couples iraniens, de jeunes couples, être ouvertement affectueux en public. Donc encore une fois, tu as raison. Cela fait exploser le récit. L'Occident pousse un récit sur l'Iran comme étant un État terroriste, ce qu'il n'est pas. Je veux dire, si on prend la définition du terrorisme, et j'utilise celle de Bibi Netanyahou, qu'il a donnée à William F. Buckley vers 1997, l'utilisation de la violence contre des civils à des fins politiques, eh bien selon cette définition, le plus grand État terroriste, c'est Israël, pas l'Iran. L'Iran n'a pas utilisé la violence contre des civils depuis très longtemps. Il n'a pas mené d'attentats à la bombe au Liban, en Syrie ou au Yémen, tuant des civils. Ça, c'est Israël, pas l'Iran. Je suis en fait allé dîner là-bas avec Max Blumenthal et sa femme. Il avait même emmené sa fille de 5 ans en Iran. Je me suis senti assez en sécurité. J'ai vu la même chose. De jeunes couples étaient plus intimes dans la rue que ce à quoi on pourrait s'attendre dans un soi-disant État islamique fasciste totalitaire. C'est une fausse représentation. Mais j'imagine qu'en plus de l'échec du renseignement, une autre grande révélation de ces derniers jours a été Trump lui-même. Encore une fois, il a été élu aux États-Unis en grande partie sur une plateforme de paix. Pas seulement la paix avec les Russes, mais il était contre toutes ces guerres sans fin. Il a gagné en crédibilité en critiquant la guerre en Irak. Donc il est apparu
Il a été élu, dans une certaine mesure, comme un artisan de la paix. Et maintenant, ces derniers jours, il ressemble de plus en plus à un va-t-en-guerre très trompeur. C'est-à-dire qu'il a réussi à tromper les Iraniens, en faisant semblant de négocier alors qu'en réalité, il prévoyait de les frapper pendant les négociations. Il semble aussi que ce soit un thème récurrent. Lorsque j'étais en Iran, j'ai même vu le bâtiment où les Israéliens avaient tué le négociateur du Hamas, Ismail Haniyeh. Je ne suis pas sûr de bien prononcer ce nom. Mais ils ont aussi tué Nasrallah à Beyrouth. Je me demande, maintenant Trump dit, eh bien, peut-être pouvons-nous relancer les négociations et calmer les choses, ce que l'Iran souhaiterait sûrement pour mettre fin à tout cela. Je veux dire, les deux camps souffrent beaucoup ici. Mais dans quelle mesure peut-on encore faire confiance à cette situation? À chaque fois qu'il y a une négociation, on a l'impression qu'il y a déjà une volonté de trahir l'autre partie. Puisque tu as évoqué la comparaison entre l'Iran et la Russie, lorsqu'ils se sont mis d'accord sur le gouvernement d'unité à Kiev en 2014, cela a été trahi en moins de 24 heures par les puissances occidentales. Les accords de Minsk ont également été sapés par les Américains et les Britanniques pendant 7 ans. Et puis l'accord ou les négociations de paix d'Istanbul ont aussi été sabotées. Je pense qu'il va être très difficile de refaire confiance à l'autre camp un jour. Nous devons être clairs sur l'objectif des États-Unis. Et je pense qu'il y a eu une erreur, comme avec l'Iran. L'erreur a été de croire que les États-Unis étaient sérieux à propos de la négociation d'un accord avec l'Iran pour que l'Iran ne produise pas d'armes nucléaires. Parce que, vous savez, Trump dit qu'ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Eh bien, ils en ont pas. Donc les accuser, c'est comme, je doute que tu possèdes une Lamborghini, non? Tu sais, une voiture de sport, c'est une automobile à 250 000, 300 000 dollars. Je peux rester ici et dire, Glenn, je vais pas te laisser avoir une Lamborghini. Et tu vas répondre, oui, c'est exactement ma situation en ce moment. Je n'en ai pas. Donc c'est totalement un faux fuyant. Parce que cette question de l'enrichissement de l'uranium nucléaire et de la fabrication d'une bombe, tout cela vient tout droit du manuel de Saddam Hussein, remontant à 2002. Nous ne pouvons pas le laisser faire, il a des armes de destruction massive, et nous ne pouvons pas le laisser les avoir. Et nous devons l'arrêter, parce qu'il représente une menace pour l'Occident. C'est exactement ce qui se disait à l'époque. Et nous savons maintenant que c'était un ramassis complet d'âneries pour rester poli sur la nature de ces absurdités. Donc ils utilisent cela aujourd'hui pour justifier la logique derrière toute cette politique, alors qu'en réalité, la politique vise le changement de régime. Se débarrasser de la République islamique, la remplacer par quelqu'un de conciliant, malléable, qui sera notre esclave domestique. Ils iront chercher l'eau, cirer nos bottes, nous torcher. C'est ce que nous voulons. C'est ce que recherchent les États-Unis. Et encore une fois, cette idée que, oh, nous négocions de bonne foi, ce n'est qu'une mascarade. Et je pense que l'Iran a enfin compris que ces gens n'étaient pas sérieux. Et je pense qu'il y a plusieurs dirigeants en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats, qui cette semaine commencent à se réveiller en se disant « Attendez une seconde, vous savez, Trump est un menteur. » Parce qu'on l'a vu encore et encore. Souviens-toi, dès le premier jour où Israël a lancé l'attaque, Trump était presque euphorique. Ouais, je leur ai dit, mec. Je leur ai donné une chance. Je leur ai dit, vous pouvez conclure l'accord ou sinon. Et donc, le pétrole arrive et on fournit des armes à Israël et il y en aura encore plus. Et l'Iran va être détruit. Il était là, tu vois, à se taper la poitrine. Et puis hier, tout autre discours. Je ne savais rien. Tu vois, il est passé aussi le 13 de « Oh, je savais tout. Je connaissais la date exacte. Je savais tout. Ah,
Je ne savais rien. Donc franchement, qui peut encore lui faire confiance? So it's just, who trusts the guy now? Well, on Friday, Eh bien, vendredi, les Israéliens ont porté un coup très dévastateur aux Iraniens. Et je n'étais pas non plus certain de la mesure dans laquelle cela allait les submerger. Je pense que c'est à ce moment-là que Trump est intervenu, voulant participer à la célébration de la victoire et s'attribuer le mérite d'avoir fait tomber le régime iranien. Puis bien sûr, l'Iran s'est renforcé et s'est réorganisé. Non seulement les défenses aériennes, mais aussi les commandants militaires qui avaient été tués par Israël. Ils se sont réorganisés, ont mis de nouveaux hommes en place, et puis lorsque les représailles ont commencé à arriver, évidemment, Trump a changé de discours. Il ne veut pas s'attribuer les échecs. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il s'est vanté d'avoir dit à Israël qu'il n'avait pas le droit de tuer les hauts dirigeants. Honnêtement, j'ai du mal à croire tout ce qu'il dit désormais. I have a hard time believing anything he says anymore, and No, that's a lie. I mean, that's just a story they're putting Non, out. c'est un mensonge. Je veux dire, c'est juste une histoire qu'ils inventent. C'est complètement absurde. Israël a essayé de tuer Khamenei dès le premier jour. Ils allaient dire, oh, tuons ces autres personnes. Et ensuite, nous pourrons donner à Khamenei l'occasion de dire, oh, nous nous rendons. Tous les religieux, rentrez chez vous, c'est fini. Plus d'islam pour l'Iran. Je veux dire, c'est un mépris tellement obscène de la profondeur de la foi de ces gens. Vous savez, ce n'est pas comme s'ils avaient rejoint un club de golf parce qu'ils aimaient les crab cakes servis au country club. Cela touche à l'âme même de ces personnes. Et vous savez, c'est quelque chose pour lequel ils sont prêts à mourir. C'est ce que l'Occident ne comprend pas. That's what the West doesn't get. and this almost was quite shocking. J'ai également été assez choqué par l'ampleur que prennent les choses aujourd'hui. Je veux dire, il y a seulement 2 semaines, il y a eu des attaques contre les bombardiers nucléaires russes, ce qui revenait encore une fois à s'en prendre à la dissuasion nucléaire. Et cela bénéficiait clairement du soutien des services de renseignement occidentaux. Et maintenant, 2 semaines plus tard, des attaques contre les réacteurs nucléaires iraniens. C'est vraiment extrême. Et là encore, avec un certain soutien du renseignement occidental. Et il n'y a aucune condamnation, même de la part de ceux dont on pourrait penser qu'ils ne sont pas impliqués. On voit tout de même les dirigeants européens réagir en disant « Eh bien, Israël a le droit de se défendre ». Il s'agissait d'une attaque surprise, non provoquée. Ce serait le bon moment pour employer ce terme, attaquer l'infrastructure nucléaire. C'est vraiment extrême, et ils n'ont rien d'autre à dire que de ressortir la vieille formule. Eh bien, ils ont le droit de se défendre, comme si cela suffisait. C'est vraiment déconcertant de voir à quel point la situation est devenue extrême. Donc, l'Iran est membre du traité de non-prolifération. Iran is a member of the Non-Proliferation Treaty. Israel is not, to my understanding. À ma connaissance, ce n'est pas le cas d'Israël. L'Iran autorise les inspecteurs de l'AIEA à accéder aux réacteurs nucléaires iraniens. Israël ne le fait pas. Et pourtant, on continue de propager le mensonge selon lequel c'est l'Iran qui construit une arme nucléaire, alors qu'en réalité c'est Israël qui en possède une, qu'il a obtenue en volant l'uranium ou le plutonium utilisé pour construire la première bombe. Ils l'ont volé aux États-Unis. Et vous savez, John F. Kennedy, avant d'être assassiné, poussait la CIA à enquêter là-dessus pour révéler comment Israël avait procédé. Donc, les sites qui ont été attaqués et qui sont en surface sont des sites pacifiques. Ils ne sont pas utilisés pour le développement d'armes. Et ils étaient en fait ouverts aux inspecteurs internationaux. Voilà donc le premier mensonge. So, that's sort of the first lie right there. What Israel the average... Ce que ni Israël, ni le citoyen moyen en Israël et aux États-Unis ne comprennent, c'est qu'il y a plus de 20 ans, l'Iran a commencé à enterrer ses laboratoires et installations les plus sensibles sous terre, très profondément, afin qu'ils ne puissent pas être attaqués par des armes conventionnelles et qu'ils soient même en partie résistants à une arme nucléaire. Maintenant,
Je ne pense pas que cela signifie qu'ils fabriquaient une bombe secrète sous terre, mais ils en ont la capacité. Encore une fois, ils ont choisi de ne pas le faire jusqu'à présent. Maintenant, après les attaques depuis vendredi dernier, je peux imaginer une pression extrême, en particulier du côté militaire, disant « Écoutez, nous avons joué le jeu de la paix. Nous avons essayé l'ordre international fondé sur des règles. Nous avons tenté la diplomatie. Et regardez ce que cela nous a apporté. 250 Iraniens morts, plus de 800 blessés. More than 800 wounded. Nous avons plusieurs infrastructures importantes détruites. Donc oui, je comprends leur argument. Il faut reconstruire. Si nous avons une arme nucléaire, regardez. On ne voit pas l'Occident faire ça à Kim Jong-un. Il laisse les Nord-Coréens tranquilles. Donc si nous obtenons une arme nucléaire, ils nous laisseront tranquilles. Parce que c'est tout ce que l'Iran veut, principalement. Mais ils veulent aussi, à leur crédit, qu'Israël cesse d'infliger un génocide aux Palestiniens. Oui, mais l'obsession de l'Occident pour l'Iran ne se limite pas à l'Iran, car l'Iran n'est qu'une étape vers la Russie. Et c'est une étape. Il faut vaincre la Russie, parce qu'en fin de compte, le grand objectif, c'est de vaincre la Chine. Donc l'Occident essaie de les éliminer un par un. Alors toutes ces histoires du genre « Oh, l'Iran est un sponsor du terrorisme. Oh, l'Iran construit une arme nucléaire », ce ne sont que des diversions. Le changement de régime, voilà le véritable objectif. Et comme vous l'avez dit, l'Iran est signataire du traité de non-prolifération, ce qui lui donne le droit d'avoir un programme nucléaire civil. C'est pour cela que la situation est si étrange, car toute cette pression exercée sur les Iraniens pour négocier repose sur l'idée qu'ils doivent respecter le traité de non-prolifération, ce qui signifie qu'ils n'ont pas le droit de développer une arme nucléaire, mais peuvent avoir un programme nucléaire civil. Mais maintenant, nous voyons Israël, qui n'a pas signé le traité de non-prolifération et possède des armes nucléaires, faire pression sur l'Iran. Et les États-Unis demandent désormais à l'Iran, lui ordonnent même, d'abandonner son programme nucléaire civil, alors qu'il a le droit de le poursuivre, selon le traité de non-prolifération. Il est donc très difficile de présenter les Iraniens comme le régime voyou dans cette affaire, alors qu'ils sont en réalité dans leurs droits, si l'on regarde le droit international, tandis que Washington et Tel Aviv sont ceux qui le violent. Je veux dire, c'est noir sur blanc. On ne peut vraiment pas contester cela. Mais je voudrais demander, voyez-vous une issue, si la guerre prend fin maintenant? Encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Nous avons un cessez-le-feu, vers où les négociations pourraient-elles aller à partir de là? Je veux dire, si l'on met de côté la question de la confiance qui est brisée, peut-on revenir aux inspections de l'AIEA? Parce qu'elles commencent à ressembler de plus en plus à un foyer pour les services de renseignement occidentaux. Je pensais déjà qu'ils agissaient de manière assez douteuse en Ukraine, avec leurs commentaires sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Mais il semble qu'ils aient transmis beaucoup d'informations aux Israéliens, essentiellement des données de ciblage. Et, bien sûr, les noms de scientifiques iraniens qui sont maintenant assassinés. Oui. Eh bien, je ne sais pas dans quelle mesure l'Iran était au courant, disons il y a 2 semaines, de la fiabilité de l'AIEA. Maintenant, ils savent que c'est un instrument complet des services de renseignement occidentaux, infiltré et à la solde de la CIA, du MI6 et du Mossad, totalement compromis. Et je pense que cela va réellement avoir des répercussions. Je pense que d'autres pays, y compris la Russie et la Chine, vont reconsidérer la situation et se dire « Il faut maintenant une nouvelle organisation, parce que celle-ci est complètement compromise. » Je veux dire, la Russie a déjà été confrontée à cela, avec le refus du directeur de l'AIEA de condamner les attaques répétées et persistantes de l'Ukraine contre la centrale nucléaire de Zaporizhia. They want to pretend that it was Russia doing it.
Ils veulent faire croire que c'était la Russie qui en était responsable, ce qui est un mensonge total. Bombarder leur propre centrale nucléaire, pas les 3 autres sous contrôle ukrainien, mais celles qu'ils contrôlent eux-mêmes. C'est ce qu'ils n'ont cessé de répéter. Donc, le fait que cela soit discrédité de cette manière signifie que cela va créer plus de tensions, car il y aura désormais moins d'informations et moins de partage d'informations à l'avenir. Avec les États-Unis qui déplacent des ravitailleurs, des avions ravitailleurs, des supertankers vers l'Europe et le Moyen-Orient au cours des dernières 24 heures, je pense qu'il y a une forte probabilité que les États-Unis s'impliquent réellement dans une attaque contre l'Irak ou l'Iran. Ils déploient également le Nimitz et d'autres porte-avions dans la région, au moins dans la mer d'Arabie. Donc la situation est pleine de dangers. Et je pense qu'Evermav on dit Oui, c'est justement une autre question que j'avais, à savoir, selon vous, quelle est la suite des événements? Parce que la guerre ne s'est manifestement pas déroulée comme prévu, comme on peut le constater aujourd'hui, avec Tel Aviv, Haïfa et d'autres villes bombardées en Israël. Mais que faire maintenant? Parce que je vois 3 options. Corrigez-moi si je me trompe. La première serait bien sûr de se retirer, de dire, eh bien, allons vers un cessez-le-feu, mettons fin à la guerre, et faisons comme si rien ne s'était passé. Mais là encore, pour Israël, ce sera très difficile, je pense, car tout leur pouvoir de dissuasion est en jeu. C'est en fait leur unique occasion d'éliminer l'Iran. Donc ils n'auront probablement pas d'autre opportunité. Je ne pense pas qu'Israël soit encore prêt à accepter un cessez-le-feu. La deuxième option, comme vous l'avez dit, serait que les États-Unis interviennent, parce qu'Israël commence à rencontrer des difficultés. On constate que ses défenses aériennes sont particulièrement affaiblies, et cela, bien sûr, signifierait une guerre plus large. Ou bien, la troisième option serait qu'Israël utilise une arme nucléaire ou quelque chose de similaire pour parvenir à une véritable décapitation de Téhéran. Quelles autres options sont possibles ici? Parce que je n'en vois vraiment aucune. Je ne vois pas Israël vaincre les Iraniens seul avec des capacités conventionnelles. Et je ne les vois pas non plus prêts à accepter l'humiliation de faire marche arrière sur toute cette affaire. Eh bien, nous ne pouvons pas négliger le rôle de la Russie et de la Chine dans cette affaire à l'avenir. L'accord de sécurité que la Russie a signé avec l'Iran le 17 janvier prévoit clairement un soutien militaire direct dans ce type de conflit. Partage de renseignements, réapprovisionnement en armes, fourniture effective d'autres armements, fourniture de moyens de guerre électroniques, mise à disposition de systèmes de défense aérienne plus robustes. Il y a donc tout un niveau d'expansion qui va se mettre en place là-bas. D'après ce que je comprends, c'est le message que Vladimir Poutine a transmis à Donald Trump samedi. En gros, il a dit que si vous vous impliquez là-dedans, si vous n'arrêtez pas cela, si vous ne parvenez pas à contenir la situation, alors nous soutiendrons l'Iran complètement, à 100%. Oui. Eh bien, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains cherchaient à établir un contact. Ou du moins, Trump cherchait à établir un contact avec Poutine pour s'assurer qu'il pourrait arranger les choses et que la Russie ne voudrait pas fâcher les États-Unis en prenant le parti de l'Iran. Mais c'est pour cela que seulement 2 semaines après l'attaque contre la dissuasion nucléaire de la Russie, je ne pense pas qu'il y aura de la confiance ou de la bonne volonté venant de Moscou de sitôt. Eh bien, as-tu remarqué? Donc, c'est Poutine qui a en fait appelé Trump. Et ce n'était pas un appel amical. Le prétexte était « Oh oui, je te souhaite un joyeux anniversaire ». Mais il s'agissait en réalité de transmettre un message plus dur. Et Alexander Mercouris a fait une excellente analyse du communiqué que le Kremlin a publié par l'intermédiaire d'Ushakov à propos de cette conversation.
Mais ensuite, aujourd'hui même, il y a environ 4 heures, les États-Unis ont appelé les Russes et ont dit « Hey, ces discussions bilatérales que nous devions avoir cette semaine pour améliorer les relations et régler nos problèmes diplomatiques, annulées. » Clic. Donc en fait, les États-Unis jettent un peu d'huile sur le feu maintenant. Et les Russes ont réagi, sont restés calmes en public, mais je suis sûr qu'en coulisses, ils se rendent compte que non seulement ces Américains sont fous, mais qu'ils pourraient être en train de se préparer à nous attaquer. La Russie va devoir prendre cela très au sérieux. Trump est hors de contrôle. Yeah, Trump is out of control. well, I was thinking, when the American Eh bien, je me disais, lorsque les Américains ou l'administration Trump ont annulé les discussions avec la Russie récemment, il est difficile de ne pas y voir un lien avec ce qui se passe en Iran. Mais avons-nous des preuves car je pense que ce que tu suggères maintenant serait probablement l'hypothèse la plus forte ou la plus probable ici. Les Américains snobent les Russes à cause de leur position plus ou moins définie sur l'Iran. Mais sait-on quelque chose de plus à partir des comptes rendus? Do we know anything more from the readouts? Not yet. Pas encore. Pas encore. Je viens de le dire, ça vient juste d'arriver. C'était une alerte info. Maria Zakharova est sortie et elle a annoncé « Eh, les discussions que vous deviez avoir cette semaine, elles ont été annulées. » Les États-Unis ont appelé et les ont annulées unilatéralement. Donc vous savez, il y a eu beaucoup d'espoir que tout ce processus, que les États-Unis et la Russie allaient se rapprocher. Vous savez, j'ai toujours soutenu que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. Ça me fait mal de dire ça à propos de mon propre pays, mais vous savez, on est comme un alcoolique ou un drogué en pleine crise. Nous sommes hors de contrôle, et nous sommes constamment impliqués dans une sorte de révolution de couleur ou d'aventure à l'étranger. On ne peut pas s'en empêcher. Donc, il semble, dans une certaine mesure, que les négociations actuelles avec les Russes soient également un peu trompeuses. Bon, peut-être pas au même point que les Iraniens ont été trompés. Mais oui, le but est simplement de s'assurer que les Russes restent à l'écart pendant que les États-Unis et Israël s'occupent de l'Iran et l'éliminent. Mais pour les Russes, tout comme pour les Chinois, je pense qu'ils considèrent cette attaque contre l'Iran comme une attaque plus large contre le système eurasien multipolaire qu'ils essayent de construire, car l'Iran occupe une position très centrale. Eh bien, j'imagine que tu vois les choses de la même façon alors. Well, I guess you see it the same way then. Yeah, I fully agree. This is Oui, je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, il ne s'agit pas d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Il s'agit de changement de régime et de détruire les BRICS. Les BRICS représentent une menace existentielle pour l'hégémonie des États-Unis et pour le système financier contrôlé par le dollar qui existe actuellement. Et cela doit être arrêté. C'est peut-être un des moyens utilisés par les États-Unis pour essayer de l'arrêter. Mais, vous savez, les États-Unis ont un problème de dette de 7 000 milliards de dollars à venir, ou est-ce 9 000 milliards, à refinancer. Et les États-Unis ne sont pas en position de force sur le plan économique, malgré ce que Trump dit en public. Donc vous savez, quand un pays est acculé comme ça, il fait des choses dangereuses et stupides. Et nous sommes acculés nous-mêmes. Ce n'est pas que nous sommes acculés à cause des actions de la Russie ou de la Chine. Nous avons en fait forcé la Russie et la Chine à nouer une relation qui, vous savez, sera difficile à briser. Well, I guess that's my last question. Do you see Eh bien, je suppose que c'est ma dernière question. Voyez-vous une escalade impliquant d'autres acteurs? Vous avez mentionné les États-Unis, avec ces nouveaux avions qui atterrissent déjà en Europe, et il semble qu'ils se préparent au moins à une certaine implication là-bas. Je suppose que les Israéliens s'inquiètent du fait que leur défense aérienne ne semble plus très efficace. On dirait que de plus en plus de missiles iraniens parviennent à passer. Donc, encore une fois, les Américains pourraient être là
pour aider à intercepter, ou ils pourraient aussi s'engager à cibler l'Iran. Mais, donc, si les États-Unis s'impliquent, et j'ai vu certains rapports que je ne peux pas garantir, mais qui semblent crédibles, selon lesquels les Russes et les Chinois fournissent l'Iran, l'aidant à reconstituer ses munitions et ses missiles pour se défendre. Voyez-vous une voie possible menant à une situation où les autres grandes puissances seraient entraînées dans une guerre directe, encore une fois, avec l'Iran? Absolument. Si des conseillers russes sont présents sur le terrain et qu'ils sont ensuite attaqués par des missiles américains, absolument. Je veux dire, la Russie a vraiment toléré des actes de guerre ouverts de la part des États-Unis pendant plus de 3 ans. Et je comprends pourquoi Poutine a voulu éviter d'escalader la situation, car la Russie et la Chine réunies comprennent le véritable coût de la guerre. Vous savez, selon le chiffre que l'on utilise pour la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agisse de 50 millions de morts au total ou de 60 millions, si l'on retient le chiffre de 50 millions, alors la Chine et la Russie réunies représentaient 47 millions des 50 millions de morts. Je veux dire, ils ont payé un prix horrible. C'est pourquoi aucun de ces deux pays, comme nous l'avons vu, n'est en réalité désireux de s'engager dans des guerres ou de participer à des combats. Alors que les États-Unis, nous avons à peine perdu de monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que notre nombre total de morts au combat s'élève à environ 290 000 pour les théâtres du Pacifique et de l'Europe réunis. Je veux dire bon sang, c'est seulement un tiers de ce que la Russie a perdu lors de la seule bataille de Stalingrad. Donc vous voyez, pour les États-Unis, la guerre est en réalité une entreprise rentable. Les entreprises s'enrichissent. Les membres du Congrès s'enrichissent. Ils en tirent profit. Donc oui, je pense que la situation va s'aggraver parce que les États-Unis ne se sont pas posés pour réellement évaluer le risque. Ils ne mesurent pas le véritable prix que les États-Unis pourraient avoir à payer si cela tourne mal. Je pense que, eh bien, mon impression depuis Moscou est que les Russes, ils veulent être optimistes à l'idée qu'il y a enfin quelqu'un à la Maison-Blanche qui souhaite leur parler, qui tient le bon discours. En même temps, même s'il y a cette raison d'être optimiste, même en reconnaissant que l'élargissement de l'OTAN est un problème à traiter, ils perçoivent aussi une énorme tromperie. Et puis, combien de temps peuvent-ils continuer à faire semblant que Washington est un médiateur et un négociateur, alors que ce sont les armes, la logistique et le renseignement américain qui tuent leurs hommes chaque jour? Donc, il devient difficile, je suppose, de poursuivre cette voie optimiste, tout en étant obligé de reconnaître la réalité. Et je pense que l'attaque contre l'Iran maintenant pourrait modifier la façon dont ils perçoivent les États-Unis en tant que partenaires de négociation. Donc non, ce sont des temps intéressants. Remarquez que les mêmes tactiques, des tactiques similaires, ont été utilisées en utilisant le prétexte des pourparlers de paix, des discussions sur un cessez-le-feu. Cela a été utilisé avec Nasrallah. Vous savez, Nasrallah, lors de cette réunion où il a été tué, il rencontrait d'autres hauts responsables du Hezbollah pour discuter des conditions à accepter pour un cessez-le-feu avec Israël et pour trouver une solution pacifique. Et ils ont utilisé cela pour le tuer. Et je dirais que là encore, c'est pour parler de paix. Ces discussions visant à mettre fin à un programme d'armes nucléaires qui n'existe pas en Iran n'étaient qu'un simple prétexte pour essentiellement les rassembler afin de pouvoir les éliminer, ce qui s'est produit. Mais cela n'a pas marqué la fin de l'Iran, et cela a déclenché une guerre que désormais Israël n'est pas en position de gagner, tout simplement parce qu'il lui manque la profondeur stratégique. Et lorsque j'utilise des termes comme profondeur stratégique, nous parlons de la capacité à disposer d'une industrie d'armement capable de produire les armes nécessaires, en particulier des missiles de défense aérienne
des obus d'artillerie, des bombes. Non, ils ne l'ont pas. Ils dépendent entièrement de l'Occident pour cela. Ont-ils d'importantes réserves de main-d'œuvre sur lesquelles s'appuyer? Non, c'est un tout petit pays, 8 millions d'habitants. Et ils n'ont pas vraiment une grande armée permanente, car ils dépendent fortement des réservistes. Et pourtant, ils mènent aujourd'hui une guerre sur 5 fronts. Ils combattent à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie. Et maintenant, ils mènent cette guerre aérienne contre l'Iran. Et l'un des problèmes avec la guerre aérienne, le F-35, qui a été en quelque sorte un élément central de leur capacité d'attaque, c'est que c'est ce qu'on appelle une reine du hangar. Il est très fragile et nécessite énormément de maintenance. Je comprends que pour chaque heure de vol, il faut entre 10 et 14 heures de maintenance. Eh bien, vous savez, un aller-retour entre Israël et l'Iran dure au moins 4 heures. Donc, rien que là, il faut 40 heures de maintenance pour chaque avion qui effectue ce trajet. C'est une semaine de travail complète, avec des journées de 8 heures. Donc, mon point est qu'Israël n'est pas équipé pour soutenir une guerre d'usure, alors que l'Iran peut rester là et lancer des missiles toute la journée. Parce que, comme les Houthis l'ont montré, il suffit de les placer sur des lanceurs mobiles, et la capacité de l'Occident à les repérer, les localiser et les détruire est très très limitée. Well, Larry Johnson, thank you so much for your time and Eh bien, Larry Johnson, merci beaucoup pour votre temps. Et oui, j'espère que quelqu'un finira par retrouver la raison. Du moins à ce stade, il semble n'y avoir que 2 options. Soit demander aux Iraniens un cessez-le-feu pour mettre fin à cela, soit il faudra une escalade dramatique. Et j'espère que nous n'en arriverons pas là. Merci encore pour votre temps. Très bien, mon ami. Merci, Glenn. C'est toujours un plaisir.